Imaginez un instant que tout ce que vous croyez de la bonté n'est qu'une illusion soigneusement construite pour vous maintenir docile et prévisible. Imaginez l'impact que cela aurait sur votre vie si vous découvriez soudain qu'être bon ne garantit pas le respect, ne protège pas de la violence, n'empêche pas la trahison et est souvent précisément ce qui attire l'exploitation. Carl Jung l'a compris comme peu d'autres. Pour lui, ce que nous appelons la bonté absolue n'est souvent rien d'autre qu'un masque, la persona, une façade que nous créons pour survivre en société, mais qui ne représente jamais la totalité de ce que nous sommes. Derrière ce masque se cache une autre dimension, plus profonde et plus dangereuse, l'ombre, la part cachée de la psyché qui porte en nous tout ce que nous nions. Jung disait que chaque être humain est un tapis de lumière et d'obscurité, une scène où cohabitent les gestes les plus nobles et les pulsions les plus sombres. Lorsqu'on s'obstine à vivre exclusivement dans la sphère de la bonté, refoulant tout sentiment de colère, d'ambition, de désir ou de révolte, l'ombre grandit silencieusement et se manifeste encore plus intensément, souvent projetée sur les autres. Ce que l'on refuse d'admettre en soi, on commence à le voir dans le monde. La bonté aveugle, en ce sens, n'est pas une vertu, mais une échappatoire à sa propre plénitude. C'est comme si, pour être accepté, on revêtait un masque de sainteté, croyant que cela le protégerait. Mais plus le masque est parfait, plus la distorsion qui s'accumule derrière est dangereuse. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous dont on se souvient comme les bonnes personnes, celles qui ne disent jamais non, qui aident toujours, qui ne discutent jamais? Sont-elles vraiment admirées ou simplement exploitées? Jung soulignait que lorsque la personnalité se fige, l'individu devient esclave de l'image qu'il s'est créée. Il ne vit plus, il agit simplement. Et c'est là que réside la tragédie, en s'efforçant d'être perçu comme bon, l'individu perd contact avec son soi, le noyau le plus profond de sa psyché. Il croit gagner l'amour, mais en réalité, il s'abandonne à l'archétype de l'agneau, celui qui, dans toutes les cultures, est beau par sa pureté, mais qui finit toujours par être sacrifié. La question est, à qui profite votre bonté? Cette bonté vous rapproche-t-elle de votre destinée intérieure, ou ne fait-elle qu'alimenter les appétits de ceux qui préfèrent exploiter la naïveté? Jung pensait que la psyché ne peut tolérer longtemps les déséquilibres. Tout ce qui est excessivement refoulé revient, et revient avec acharnement. L'histoire humaine regorge d'exemples de dirigeants, de chefs spirituels et de gens ordinaires qui croyaient qu'une bonté inconditionnelle suffisait à les protéger. Mais l'inconscient collectif est clair dans son symbolisme, l'agneau seul ne peut survivre parmi les loups. La figure du saint, si elle n'est pas contrebalancée par l'ombre consciente, attire les prédateurs. C'est là que la psychologie analytique nous offre un regard critique sur la réalité. Le bien absolu, sans intégration de l'ombre, n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion créée pour maintenir le sujet en conformité avec les règles collectives. Être trop bon n'est pas synonyme d'être entier, c'est simplement synonyme d'être mutilé, amputé de la partie la plus profonde de soi-même. Et cette mutilation a un prix, la vulnérabilité. Ceux qui ne vivent qu'en surface de la bonté finissent par servir de support aux projections des autres. Ils deviennent les objets de la haine, les objets du blâme, les épaules de tous les fardeaux. Sont-ils admirés? Non. Sont-ils nécessaires? Oui, mais seulement comme des outils. Lorsqu'ils se brisent, ils sont jetés sans ménagement. Carl Jung voyait cette dynamique comme un jeu d'ombre collectif. Ce qu'une personne ne peut s'avouer, elle le dépose dans le « bien ». Le bien devient l'idiot, le naïf, celui qui peut être trompé, utilisé, manipulé. La gentillesse, lorsqu'elle n'est pas stratégique, n'est qu'une autre forme d'exposition. Être toujours généreux, toujours compréhensif, toujours patient n'est pas une vertu, c'est une condamnation. Car dans un monde régi par des instincts archétypaux, ceux qui ne montrent pas les dents sont considérés comme des proies. Peut-être avez-vous vécu cela dans votre propre vie. Peut-être avez-vous ressenti l'ingratitude silencieuse de ceux qui recevaient beaucoup et exigeaient encore plus. Peut-être avez-vous éprouvé l'amertume d'aider puis d'être oublié, comme si ce que vous avez fait n'avait jamais existé. C'est la preuve que la gentillesse sans conscience ne génère pas de gratitude durable. Jung expliquait ce phénomène en disant que la psyché humaine s'adapte rapidement à la bonté. C'est ce que l'on appelle l'adaptation hédonique, l'extraordinaire devient commun, le rare devient banal. Ainsi, les actes de bonté qui suscitaient autrefois l'admiration deviennent un élément du tableau. Vous n'êtes plus perçu comme quelqu'un qui donne, mais comme quelqu'un qui devrait donner. Cela ne signifie pas que la bienveillance est inutile. Cela signifie qu'elle doit être intégrée. Jung croyait que la véritable voie vers la connaissance de soi passait par l'individuation, le processus qui consiste à rassembler tous les fragments de la psyché en une unité vivante. Sur ce chemin, la bienveillance n'est pas rejetée, mais plutôt remise à sa juste place, aux côtés de la fermeté, de la capacité à dire non, du courage d'affronter.
Seuls ceux qui connaissent leur propre ombre peuvent utiliser la bienveillance consciemment, sans en devenir l'otage. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui persistent à ignorer l'ombre? Jung nous dirait, ils en deviennent les victimes. Tout ce qui est refoulé refait surface comme destin. Celui qui n'avoue jamais sa colère explose de rage. Celui qui n'avoue jamais son ambition se sabote lui-même ou envie secrètement ceux qui réussissent. Celui qui n'assume jamais sa ténacité vit entouré de gens qui abusent de sa patience jusqu'à la détruire. L'ombre, ignorée, règne. La réflexion ici est simple et brutale, être bon ne suffit pas. Il faut être entier. La bonté, prise isolément, n'est qu'un masque. Et tout masque est fragile face à la vie. Ce que Jung nous propose est bien plus profond, cultiver les vertus sociales ne suffit pas. Nous devons intégrer le contraire, en reconnaissant qu'en nous réside aussi l'animal, le chasseur, le guerrier, l'ambitieux. Ce n'est que lorsque ce dialogue intérieur s'instaure que la bonté devient un choix, et non une compulsion. Demandez-vous, combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois êtes-vous resté silencieux pour éviter de décevoir quelqu'un? Combien de fois avez-vous porté un fardeau qui n'était pas le vôtre juste pour préserver votre image de bonne personne? À chaque fois, votre personnalité a parlé plus fort que votre âme. Et chaque fois que l'âme se tait, l'ombre gagne en force. C'est ce cycle qui détruit les relations, les carrières et même les destins. Le plus dangereux dans la bonté aveugle, c'est qu'elle trompe non seulement les autres, mais aussi soi-même. On finit par croire que son image est son essence. On confond être accepté et aimé, être utile et respecté. Mais l'inconscient connaît la vérité. Il contient, au plus profond de lui-même, tous les cris étouffés, tous les désirs refoulés, tous les souhaits silencieux. Et tôt ou tard, ils refont surface. Certains sous forme de symptômes dépression, anxiété, maladies psychosomatiques. D'autres sous forme d'explosions que l'on ne reconnaît pas soi-même comme les siennes. C'est l'ombre qui demande à entrer. Carl Jung disait que l'on ne s'illumine pas simplement en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. La bonté qui ignore son ombre n'est qu'une lumière artificielle, éteinte au premier souffle de vent. Si vous voulez vraiment être bon, vous devez d'abord accepter le mal qui est en vous. Ce n'est qu'alors que vous pourrez choisir consciemment quand agir avec compassion et quand poser des limites. C'est la leçon de la première étape du voyage, la bonté aveugle ne sauve pas, la bonté naïve ne protège pas. L'image que vous portez peut ouvrir des portes, mais elle peut aussi devenir une prison. Tant que vous n'aurez pas intégré l'ombre, votre bonté sera toujours perçue comme une faiblesse. Le monde ne respecte pas les masques, il respecte la plénitude. Et je laisse ici la question qui ouvre la voie à la partie suivante. Si même la gentillesse peut devenir un piège, que se passe-t-il lorsque la générosité se transforme en compulsion? Que se passe-t-il lorsque l'acte de donner, au lieu de renforcer les liens, crée dépendance, ressentiment et pression? Ce sera la prochaine étape de notre voyage. Car, comme nous l'a enseigné Jung, chaque excès cache sa propre ombre. Imaginez un instant que votre générosité, ce que vous appréciez le plus en vous-même, ce qu'on vous a appris à cultiver comme une vertu suprême, soit perçu par les autres non comme un don, mais comme une obligation. Imaginez qu'à chaque fois que vous tendez la main, au lieu d'exprimer votre gratitude, vous construisiez involontairement un chemin invisible où les autres placeraient leurs attentes, leurs exigences, voire leur colère sur vous. Carl Jung disait que ce qui est déséquilibré dans la psyché devient vite une ombre, et cette ombre vit non seulement en vous, mais aussi dans ceux qui vous entourent. Lorsque votre gentillesse se transforme en une compulsion à donner, à aider, à vous sacrifier constamment, non seulement vous vous videz de vous-même, mais vous nourrissez aussi le côté obscur de ceux qui vous entourent. Leur ombre commence à vous percevoir comme une source inépuisable, et lorsque cette source se tarit, le ressentiment surgit. Imaginez une situation simple. Vous aidez un ami à déménager. Il vous remercie, vous félicite pour votre bonne volonté et peut-être même vous dit à quel point vous avez été formidable ce jour-là. 6 mois plus tard, il a de nouveaux besoins d'aide, sans hésiter, vous appelle. Vous y allez, vous l'aidez à nouveau, et il vous remercie encore. 6 mois plus tard, une nouvelle demande arrive. Sauf que cette fois, vous ne pouvez pas, ou tout simplement ne voulez pas, car vous êtes fatigué, débordé et devez prendre soin de vous. Que se passe-t-il? Votre ami ne pense pas aux 2 services que vous lui avez déjà rendus. Il ne pense qu'au 3e, celui que vous avez refusé. C'est comme si, soudain, votre générosité s'annulait et que votre refus prenait le dessus sur tout le reste. Vous passez du statut de héros à celui de méchant en quelques secondes. C'est le mécanisme inconscient que Jung nous aide à comprendre. L'esprit humain s'adapte rapidement aux bonnes choses. Ce qui semblait initialement extraordinaire devient normal. Ce qui était autrefois une surprise est désormais une nécessité. Ce processus psychologique, appelé adaptation hédonique, explique pourquoi ce que l'on offre en abondance perd de sa valeur avec le temps.
C'est le même phénomène qui se produit avec les cadeaux coûteux. La première fois qu'un enfant reçoit un jouet, il est ravi, excité et se sent privilégié. Mais après en avoir reçu 5, 10, voire 20 de plus, le jouet perd son éclat. Si un jour ses parents lui disent non, l'enfant ne se souvient pas des innombrables « oui », il ne se souvient que de la frustration du moment présent. Le même phénomène se produit dans les mariages, les amitiés, les relations professionnelles et familiales. La mère qui sacrifie toujours tout pour ses enfants devient invisible à leurs yeux jusqu'au jour où elle décide de fixer une limite, et est alors accusée d'égoïsme. L'employé qui reste toujours tard pour pallier les manquements de l'équipe n'est apprécié qu'au jour où il part à l'heure et est taxé de manque d'engagement. L'ami qui paie toujours l'addition au dîner n'est apprécié qu'au jour où il ne le fait pas, et est vite taxé de radin. Plus on donne, moins sa générosité est perçue comme une vertu, plus elle s'intègre dans l'inconscient collectif comme une obligation. Jung disait que la psyché ne peut tolérer l'unilatéralité. Vivre uniquement d'un côté de la médaille, d'un seul archétype, ouvre la voie à la manifestation de l'ombre. Celui qui s'obstine à être éternellement généreux s'identifie à l'archétype du soignant, mais oublie que cet archétype a deux faces. La face lumineuse est l'attention, le don et l'amour. La face sombre est le contrôle, la manipulation et le ressentiment. Lorsqu'on vit uniquement du côté du don, on tombe tôt ou tard dans le piège d'attendre quelque chose en retour, de la reconnaissance et de la gratitude. Et lorsque cela ne vient pas, l'ombre éclate. La personne qui semblait toujours si douce devient amère, plaintive, exigeante et critique. L'amour cède la place à la culpabilité et à la douleur. Ce cycle se manifeste dans d'innombrables exemples du quotidien. Prenons l'exemple d'un couple où l'un des partenaires cède sans cesse. Il sacrifie ses propres désirs et envies pour plaire à l'autre. Au début, cela crée du réconfort, de la sécurité et un sentiment d'attention. Mais avec le temps, le partenaire qui reçoit ne perçoit plus les efforts fournis, cesse d'être reconnaissant et devient exigeant. La relation se déséquilibre. Celui qui donne se sent exploité, tandis que celui qui reçoit se sent en droit de continuer à recevoir. Lorsque le cycle se brise enfin et que le partenaire qui donne décide de dire « non », le choc est dévastateur. La relation entre en crise, et souvent, celui qui a toujours donné est perçu comme ingrat au moment même où il tente de se protéger. C'est la tragédie de la générosité aveugle, elle crée une dépendance. On s'habitue à votre générosité comme on s'habitue à une source. Tant qu'elle coule, tout le monde boit. Lorsqu'elle tarit, tout le monde se révolte. La générosité perd sa vertu et devient une addiction collective. On devient le pourvoyeur de ce que l'autre ne peut plus réaliser seul. Et en refusant, ne serait-ce qu'une fois, on est perçu non comme un être humain, mais comme un traître. Le plus intrigant est qu'à l'origine de ce comportement se cache presque toujours un besoin caché, le désir d'être aimé. Jung soulignait que beaucoup confondent générosité et amour véritable. Ils croient qu'en donnant sans limite, ils gagneront l'affection et la loyauté des autres. Mais c'est une illusion. L'amour authentique naît de la rencontre entre deux êtres entiers, et non de la soumission de l'un à l'autre. Lorsque la générosité est utilisée comme monnaie d'échange, tôt ou tard, l'inconscient se rend compte de la manipulation et réagit par le rejet. Peut-être avez-vous ressenti ce vide. Après avoir donné, donné et donné encore, vous réalisez que vous n'avez reçu en retour que silence, pression et des attentes encore plus élevées. Vous vous demandez, où ai-je fait erreur? N'étais-je pas assez bon? Aurais-je dû en faire plus? Mais la vérité est différente. L'erreur ne réside pas dans le fait de ne pas donner assez, mais dans le fait de ne pas comprendre que donner trop est aussi une forme de déséquilibre. La gentillesse sans mesure cesse d'être gentillesse et devient contrainte, et toute contrainte est gouvernée par l'ombre. C'est là que la psychologie analytique nous aide à aborder le problème de manière symbolique. Dans la mythologie grecque, on retrouve la figure de Prométhée, celui qui vola le feu aux dieux pour le donner à l'humanité. Un acte d'une générosité magnifique, mais qui lui valut d'être enchaîné à un rocher et de se faire dévorer le foie par un aigle chaque jour. L'image est brutale, mais elle contient une leçon profonde, l'excès de générosité a un prix, car il remet en cause l'équilibre naturel de la vie. Donner le feu à l'humanité revenait à interférer dans le destin collectif, et Prométhée en a payé le prix fort. De même, lorsque nous donnons trop, nous portons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, et inévitablement, l'inconscient en pâtit. Au quotidien, le même symbole revient. Combien d'enseignants ont vu leurs efforts d'éducation et de guidance se perdre dans l'indifférence? Combien de chefs spirituels ont éprouvé la frustration de guider des communautés entières, pour être critiqués au moindre faux pas? Combien de pères et de mères ont tout donné pour n'entendre que des paroles d'ingratitude de la part de leurs enfants? Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des manifestations de la même dynamique psychologique. L'ombre collective s'attaque à la générosité, lorsqu'elle échoue, transforme l'amour en ressentiment.
Jung disait que la seule issue à ce cycle est l'intégration. Reconnaître que la générosité a des limites. Dire « non » est aussi un acte d'amour, car cela vous protège, vous et l'autre, de tomber dans la dépendance. Refuser consciemment quelque chose, c'est offrir à l'autre l'opportunité de grandir, de développer son autonomie. C'est comme un maître qui, au lieu de fournir toutes les réponses, met son disciple au défi de se chercher lui-même. Le refus, dans ce contexte, est une invitation à la maturité. Mais il existe un mystère encore plus profond. Souvent, ceux qui donnent sans compter croient servir la lumière, alors qu'en réalité, ils servent leur propre ombre. La compulsion à donner peut être une échappatoire à sa propre solitude, une peur d'affronter son vide intérieur. Donner devient un anesthésiant pour éviter de ressentir son propre besoin. Mais cet anesthésiant est très coûteux. Plus on se perd dans le besoin d'être utile, plus on s'éloigne du processus d'individuation, qui est le véritable but de la vie psychique, selon Jung. Le soi ne vous demande pas simplement d'être généreux, il vous demande d'être entier. Cette plénitude ne s'atteint que lorsque vous reconnaissez votre ombre, lorsque vous réalisez qu'en vous réside aussi le désir de préserver et de protéger vos ressources. Il ne s'agit pas d'abandonner la bonté, mais de la contrebalancer par la constance. La véritable générosité ne naît pas de la compulsion à plaire, mais du choix conscient de partager ce que l'on a, sans se paralyser pour autant. Et maintenant, je vous laisse avec une question qui peut paraître inconfortable. Dans quelle mesure votre générosité a-t-elle été un geste authentique, et dans quelle mesure une tentative désespérée d'acheter de l'amour? Cette question ouvre la voie à la suite de notre voyage. Car, comme nous le rappelle Jung, chaque masque que nous portons face au monde est non seulement une forme de protection, mais aussi une prison. Et le masque de la vertu est peut-être le plus séduisant de tous, car il nous convainc que nous sommes bons alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'agir. Il existe une scène silencieuse qui se répète dans des milliers de vies, quelqu'un sourit, agit poliment, répond rigoureusement aux attentes d'autrui, et pourtant se sent vide intérieurement. C'est le poids d'une image qui ne correspond pas à l'âme, une vitrine de vertu soigneusement polie qui, à un moment donné, ne sert plus à protéger, mais seulement à emprisonner. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous créons pour interagir avec le monde, mais qui peut facilement se transformer en une prison dorée. La gentillesse forcée, la générosité inconditionnelle, la patience infinie, tout cela, déconnecté de l'essence, n'est que du théâtre. Un théâtre qui peut être applaudi, mais qui ne trompe pas l'inconscient, car celui-ci connaît le prix de ce qui a été étouffé. Combien de fois vous êtes-vous surpris à sourire alors que vous aviez envie de crier? Combien de fois avez-vous faim de comprendre alors que vous ressentiez de la colère? Combien de fois vous êtes-vous forcé à dire « tout va bien » alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas? Chacun de ces gestes nourrit la personnalité, mais renforce aussi l'ombre, car l'énergie psychique refoulée ne disparaît pas, elle s'accumule. Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes revient déguisé, souvent projeté sur les autres. Ainsi, plus vous portez le masque de la vertu absolue, plus intense est la colère qui se cache derrière. C'est comme essayer de retenir un barrage à main nue, tôt ou tard, la pression brise la barrière. Si vous prenez le temps d'observer votre environnement, vous verrez comment cela se manifeste au quotidien. Le collègue qui semble toujours bienveillant, mais nourrit des rancunes sourdes jusqu'à ce qu'elles explosent. Le chef religieux qui prêche la pureté, mais succombe à des pulsions sombres lorsqu'il pense que personne ne le regarde. L'ami qui s'offre à tout, mais qui, à un moment inattendu, déverse son ressentiment accumulé. Le masque de la vertu est séduisant car il offre une acceptation immédiate, mais il est traître car il exige un prix élevé. Ceux qui le portent trop longtemps finissent par croire qu'il s'agit de leur propre visage. Mais est-il possible de vivre authentiquement en se cachant derrière un masque? La persona, selon la vision jungienne, n'est pas en soi quelque chose de négatif. Elle est nécessaire, comme les vêtements que nous portons pour nous présenter en public. Le problème commence lorsque la persona se fige, lorsqu'elle domine complètement notre identité et empêche tout contact avec le soi, le cœur profond de la psyché. À ce moment-là, nous ne sommes plus des êtres humains vivants, nous sommes des personnages. Nous jouons des rôles sociaux, le bon père, la bonne mère, le professionnel dévoué, l'ami fidèle. Des rôles utiles, certes, mais incomplets, car ils occultent les autres voix qui nous habitent. Et lorsqu'une de ces voix silencieuses commence à se manifester, nous ne savons pas comment la gérer. Nous pensons devenir fous, alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'écouter ce qui a toujours été là. Demandez-vous, vivez-vous en tant qu'être humain ou jouez-vous simplement un rôle? L'image que vous projetez aux autres reflète-t-elle qui vous êtes vraiment ou simplement ce que le monde attend de vous? Le masque de la vertu a également un puissant effet collectif. Voyez comment la société valorise l'apparence plus que l'essence. Peu importe qu'une personne soit vraiment juste, mais plutôt qu'elle paraisse juste. Peu importe qu'elle soit bonne,
mais plutôt qu'elle fasse preuve de bonté. Cette superficialité façonne nos relations. Nous vivons à une époque où l'image de la compassion sur les réseaux sociaux prime sur l'acte même de prendre soin d'autrui. Et ce n'est pas seulement un problème éthique, c'est un problème psychologique. Lorsque nous investissons plus d'énergie dans l'image que dans l'être, l'âme se met à crier. Et ce cri, ignoré, devient un symptôme, anxiété, dépression, sentiment de vide, crises existentielles. La mythologie retrouve des échos de ce drame. Le héros qui se couvre de gloire devant le peuple, mais qui, dans le silence de la nuit, est poursuivi par ses propres démons. Le prêtre qui porte des robes de pureté, mais rêve de désirs interdits. Le souverain qui fait preuve de clémence en public, mais se complaît secrètement à punir. Toutes ces histoires reflètent une vérité jungienne, plus le masque est parfait, plus l'ombre qu'il cache est dangereuse. Le personnage ne suffit jamais à soutenir une vie entière. Il se brise, s'use, trahit. Et vous? Avez-vous déjà remarqué des fissures dans votre propre masque? Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'image que vous projetez au monde ne correspond pas à ce que vous ressentez au fond de vous? Le plus dérangeant, c'est que, souvent, ce n'est pas seulement la société qui nous impose un masque, mais nous-mêmes. Il est plus facile de paraître que d'être. Il est plus confortable de croire que l'acceptation des autres suffit à nous donner du sens. Mais en réalité, cette acceptation ne comble jamais le vide. Au fond, nous savons tous qu'il existe quelque chose de plus, une voix qui insiste pour nous appeler au-delà de la surface. C'est la voix du soi, qui exige authenticité, plénitude et le courage d'accepter la lumière comme l'ombre. Mais cette voix est souvent étouffée, car pour l'entendre, il faut endurer l'inconfort du déplaisir, de la déception, du rejet. Jung disait que la véritable transformation exige le courage d'affronter l'ombre. Il ne suffit pas de nourrir l'image de la vertu. Il est nécessaire de reconnaître les pulsions cachées, les désirs inexprimés et l'agressivité refoulée. Car tout cela fait partie de la psyché, et le nier ouvre la voie à un retour destructeur de ses contenus. Combien de personnes tombent malades précisément parce qu'elles ont porté un masque de sérénité pendant des années tout en brûlant intérieurement de rage? Combien se perdent dans des addictions parce qu'elles n'ont jamais eu le courage d'assumer leurs propres désirs? La personnalité, lorsqu'elle est absolutisée, ne protège pas, elle rend malade. Et si vous pouviez arracher ce masque maintenant, que trouveriez-vous derrière? L'interaction entre la personnalité et l'ombre n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective. La société a besoin de personnes pour jouer un rôle, pour maintenir l'ordre social. Mais cet équilibre se fait toujours au prix de la répression. C'est pourquoi, dans les moments de crise historique, nous voyons émerger des mouvements de masse qui semblent exploser d'irrationalité. C'est l'ombre collective qui refait surface. Ce qui a été refoulé pendant des années trouve le moyen de se manifester. Il en va de même pour les individus. Lorsque le masque est maintenu trop longtemps, l'explosion devient inévitable. Jung le voyait clairement dans les rêves de ses patients. Des personnes apparemment dociles rêvaient souvent de figures violentes, criminelles et monstrueuses. Non pas qu'elles fussent secrètement mauvaises, mais parce que leur psyché cherchait à équilibrer l'excès de vertu apparente par des images de ce qui manquait à leur vie consciente. L'inconscient cherche toujours à compenser. Ainsi, un excès de lumière engendre des images d'obscurité, et un excès d'obscurité engendre des images de lumière. La psyché ne tolère pas les extrêmes. Elle exige la totalité. Avez-vous déjà rêvé de quelque chose qui semblait totalement contradictoire avec l'image que vous aviez de vous-même? Vous êtes-vous déjà réveillé effrayé par un désir, une scène ou une attitude que vous n'auriez jamais eue dans votre vie consciente? Le mystère du masque de vertu réside dans sa nécessité, mais jamais dans sa suffisance. Nous en avons besoin pour vivre en société, mais si nous nous y trompons, nous perdons notre âme. C'est comme porter un costume et croire que le tissu est notre propre peau. Les vêtements peuvent protéger, mais ils peuvent aussi étouffer. Et que se passe-t-il lorsque nous passons tellement de temps habillés que nous oublions qui nous sommes sans cette tenue? C'est souvent à ce moment-là que la vie intervient. Une crise, une perte, une dépression émotionnelle, autant de moments cruciaux qui nous poussent à nous défaire de notre personnalité et à affronter notre véritable identité. Combien de personnes déclarent n'avoir découvert leur véritable force qu'après avoir été trahies, licenciées ou abandonnées? Ces moments douloureux sont autant d'invitations à se défaire du masque et à entamer le processus d'individuation. Car c'est seulement dans la rencontre entre la personnalité et l'ombre que le soi peut pleinement se manifester. Attendez-vous une crise pour enfin vous permettre d'être entier? La vérité dérangeante est que la société préfère les personnes prévisibles, et que ces personnes portent des masques. Mais l'inconscient préfère les personnes entières, et ces personnes entières sont dangereuses pour l'ordre établi. Tel est l'éternel dilemme, vivre comme une personne acceptée ou comme un être authentique qui remet en question. Et ne vous y trompez pas, l'authenticité a un prix. Elle implique souvent la perte de relations, de privilèges et de statut.
Mais en même temps, c'est la seule voie vers la véritable liberté intérieure. Le masque de la vertu promet la sécurité, mais offre l'emprisonnement. Il promet l'amour, mais offre l'utilité. Il promet la paix, mais offre le vide. À trop le porter, on finit par le payer de son âme. Et la question qui se posait, qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'acceptation des autres ou la fidélité à soi-même? Carl Jung croyait que l'essence de la vie psychique n'est pas d'être bon, mais d'être entier. Et être entier exige le courage de démanteler le théâtre de la personnalité. Cela exige de reconnaître que la bonté sans borne n'est qu'une caricature. Cela exige d'accepter que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une partie intégrante de la psyché. En acceptant ce paradoxe, on découvre qu'on peut être bienveillant sans être naïf, ferme sans être cruel, authentique sans être destructeur. On découvre que la vertu n'est pas un masque, mais un choix conscient. Et maintenant, avant d'aller plus loin, demandez-vous, êtes-vous prêt à renoncer aux applaudissements pour atteindre la plénitude? Êtes-vous prêt à déplaire au monde pour ne pas vous trahir? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion de la vertu comme image et à commencer à la vivre comme essence? Il arrive un moment dans la vie où l'âme commence à exiger le prix de chaque excès silencieux. Ce peut être un matin ordinaire, lorsque le corps semble peser des tonnes, ou une nuit où le sommeil refuse de venir parce que l'esprit s'obstine à revenir sur chaque demande acceptée, chaque faveur escomptée, chaque oui alors que vous vouliez désespérément dire non. Carl Jung disait que la psyché est gouvernée par une énergie vitale limitée, et que tout ce que nous consommons inconsciemment finira par se recharger. Ce n'est pas seulement le corps qui s'épuise, mais aussi l'esprit. Ce que nous appelons fatigue n'est souvent que le symptôme d'une âme livrée progressivement à tous, sauf à elle-même. Imaginez quelqu'un qui reste toujours plus longtemps au travail, accepte des tâches qui ne lui appartiennent pas, couvre les autres, persuadé de bien faire. Au premier abord, cela semble une vertu. Ses collègues le louent, ses supérieurs en profitent, et tout l'environnement commence à compter sur cette présence toujours présente. Mais, au fil des mois, ce qui était autrefois un effort extraordinaire devient une routine. Plus personne ne vous remercie, plus personne ne vous reconnaît. Et si un jour cette personne décide de partir à son heure habituelle, elle ne reçoit pas de compréhension, mais des critiques. Ce qui était autrefois une exception est devenu une obligation. L'énergie investie a cessé d'être un don pour devenir une exigence. Combien de fois avez-vous vécu une expérience similaire? Un fait curieux, issu de la psychologie moderne, fait écho à l'intuition de Jung. Des études montrent que la plupart des gens n'accordent pas de valeur à l'abondance. Plus on offre de temps, d'attention et d'efforts, moins les autres perçoivent la valeur de ce qui est donné. C'est le principe de rareté en action. Quand quelque chose est rare, on le protège, on le désire et on le chérit. Quand on le donne en excès, il perd sa force symbolique. Il en va de même pour l'énergie psychique. Si on la distribue sans mesure, elle perd son impact, pire encore, on perd sa vitalité. Jung avertissait que la psyché ne peut être alimentée uniquement par le monde extérieur. Ceux qui donnent trop d'eux-mêmes finissent par se vider intérieurement, et le vide attire les symptômes. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Votre corps réclame du repos, mais vous vous forcez à entreprendre une nouvelle tâche. Votre esprit réclame le silence, mais vous acceptez une nouvelle conversation pesante. Votre cœur aspire à un espace pour lui-même, mais vous acceptez une nouvelle demande des autres. Et, petit à petit, quelque chose en vous commence à faiblir. L'anxiété s'insinue comme un voleur essoufflé, le découragement comme un poids constant, le ressentiment comme une voix douce qui murmure « Personne ne remarque vos sacrifices ». Ces signes ne sont pas que des problèmes cliniques, ce sont des messages symboliques. C'est l'inconscient qui frappe à votre porte et vous dit « Vous dépensez trop d'énergie pour le monde et vous vous oubliez ». Un événement improbable mais hautement révélateur se produisit dans un village européen au début du XXe siècle. Un homme, connu pour aider ses voisins, réparer les maisons, s'occuper des récoltes et offrir un abri à chacun, fut célébré pendant des années comme l'âme la plus généreuse de la région. Pourtant, un matin, sans raison apparente, il refusa de sortir du lit. Les jours passèrent, immobile, répétant seulement « Je n'ai plus rien à donner ». Les médecins de l'époque ne trouvèrent aucune maladie. Aujourd'hui, on dirait que son psychisme s'est tout simplement effondré. Il était devenu l'incarnation du don obligatoire, mais sans se nourrir. Son corps s'est arrêté en dernier recours pour économiser le peu d'énergie qui lui restait. Cet épisode peut paraître extrême, mais il n'est en réalité qu'une version amplifiée de ce que beaucoup vivent en silence. Combien de personnes, debout, accomplissant leurs tâches en souriant, répètent intérieurement la même phrase « Je n'ai plus rien à donner ». C'est la conséquence inévitable d'une économie psychique ignorée. Le carburant intérieur n'est pas infini. Et en persistant à donner sans limite, non seulement vous vous détruisez, mais vous devenez aussi un fardeau pour ceux que vous aimez le plus.
Car, lorsque vous vous effondrez, vous exigez une attention dont vous n'auriez peut-être jamais eu besoin si vous aviez appris à protéger votre énergie dès le départ. Il est intéressant de noter que la nature elle-même nous donne des signes de cet équilibre. Aucun arbre ne porte de fruits toute l'année. Aucune rivière ne déborde sans interruption. Aucun animal ne chasse sans cesse. Il existe des cycles de dons et de retrait, de mouvement et de silence. Seuls les êtres humains, sous l'illusion d'une bonté compulsive et d'une productivité incessante, croient pouvoir vivre dans un flux continu d'abandon. Jung voyait là une dangereuse déconnexion entre l'homme moderne et l'inconscient collectif, qui détient la sagesse des cycles. Ignorer ces rythmes, c'est s'épuiser, souffrir de maladies et subir des crises émotionnelles. Il existe aussi des histoires vécues qui révèlent l'ironie de ce déséquilibre. Un célèbre dirigeant du siècle dernier, connu pour ne jamais refuser les demandes des investisseurs, des clients et de ses subordonnés, racontait fièrement qu'il ne dormait que 4 heures par nuit. Pendant des années, il fut célébré comme un modèle d'efficacité. Jusqu'au jour où, au milieu d'une présentation, il s'évanouit devant tout le monde. Il fut conduit à l'hôpital et diagnostiqué comme extrêmement épuisé. Curieusement, dans les mois qui suivirent, ceux qui dépendaient auparavant de lui s'adaptèrent rapidement à son absence. Ils découvrirent d'autres solutions aux problèmes. L'homme qui se croyait indispensable réalisa, tardivement, qu'il avait gaspillé son énergie à entretenir des dépendances irréelles. Combien d'entre nous tombent dans ce piège? Combien de fois nous sommes-nous convaincus que si nous n'agissions pas, le monde s'arrêterait? Combien de fois avons-nous cru que notre refus détruirait nos relations, pour finalement découvrir qu'en réalité, on trouve une autre solution? La vérité, c'est que personne n'est irremplaçable, et gaspiller son énergie vitale comme si elle était infinie, c'est gâcher l'occasion de construire quelque chose de durable en nous. Un autre fait curieux vient de l'aviation. Les consignes de sécurité disent toujours, mettez d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. La logique est simple, si vous vous évanouissez en essayant de sauver quelqu'un, 2 personnes sont en danger. L'économie psychique fonctionne de la même manière. Si vous dépensez toute votre énergie à aider les autres sans prendre soin de vous, vous finirez par ne plus pouvoir aider personne. Et le résultat est tragique, ceux qui comptaient le plus sur vous se retrouvent sans soutien, et vous sans force. Jung croyait que la véritable générosité ne peut naître que d'un excès légitime, jamais d'un besoin dissimulé. Donner sans en avoir l'énergie ne fait que susciter du ressentiment, en soi comme chez les autres. Mais lorsque l'on se préoccupe d'abord de soi-même, son don devient pur, libre et conscient. Il naît du soi, et non de la compulsion de la personne. C'est là toute la différence entre un sacrifice destructeur et un sacrifice transformateur. Il y a aussi un point peu abordé, mais fondamental. L'énergie psychique n'est pas seulement du temps ou de l'effort physique, c'est aussi de l'attention. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans des conversations creuses, des conflits inutiles ou des exigences sans rapport avec vos valeurs, vous gaspillez votre attention. Et l'attention est peut-être la ressource la plus précieuse du psychisme. Ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Ce dans quoi vous investissez votre présence devient réalité. Lorsque votre attention est constamment focalisée sur les problèmes des autres, vous ne parvenez pas à tracer votre propre chemin. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'abandon de soi. Pensez à toutes les heures de votre vie gaspillées en disputes sans lendemain, en faveurs ignorées, en projets qui n'étaient pas les vôtres mais que vous avez entrepris pour plaire aux autres. Chacune de ces heures était une pièce retirée de la réserve invisible de votre énergie. Et cette réserve ne se recharge pas d'elle-même. Il faut du silence, du repos, de la contemplation et des soins pour le corps et l'esprit. Ceux qui n'investissent jamais dans ces démarches connaissent inévitablement la faillite psychique. Il existe des témoignages frappants de personnes qui, après s'être effondrées d'épuisement, rapportent avoir fait des rêves récurrents contenant des images symboliques de banques, de coffres-forts ou de malles vides. Jung interprétait ces rêves comme des messages clairs, la psyché tente de transmettre, par des moyens visuels, que l'énergie vitale est consommée sans être renouvelée. L'inconscient nous avertit bien avant que le corps ne s'arrête. Le problème est que nous entendons rarement ces signaux. L'économie de l'énergie psychique est aussi liée à quelque chose de plus subtil, le besoin de dire non. Chaque « non » conscient est une affirmation de la vie. Chaque fois que vous refusez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous protégez une part de votre âme. Mais combien d'entre nous peuvent dire non sans culpabiliser? Combien croient que refuser est un manque d'amour? C'est l'une des plus grandes erreurs collectives. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est préserver l'espace nécessaire à un véritable « oui » lorsqu'il est vraiment nécessaire. Des histoires improbables renforcent cette idée. Un maître zen japonais, connu pour sa compassion, refusa un jour d'écouter un disciple qui le suppliait de le guider. Le jeune homme fut indigné, se croyant abandonné. Mais des mois plus tard, confronté à la vie sans soutien constant, il découvrit par lui-même ce qu'il cherchait.
De retour auprès du maître, il comprit que son refus avait été la leçon la plus profonde. Le « non » du maître offrit aux disciples une chance de grandir. Cette histoire illustre ce que Jaume enseignait également. La véritable générosité ne consiste pas à tout donner tout le temps, mais à donner ce qui est nécessaire au bon moment. Combien d'entre nous ont le courage d'imiter ce maître? Combien d'entre nous peuvent tolérer l'incompréhension d'autrui pour préserver notre économie énergétique? À y regarder de plus près, on constate que le monde moderne cultive exactement l'inverse. Nous vivons à l'ère de l'hyperdisponibilité. Des téléphones portables qui nous rendent accessibles 24 heures sur 24, des messages qui exigent des réponses immédiates, des emplois qui exigent un dévouement sans faille, des relations qui confondent amour et présence constante. Tout cela crée l'illusion qu'être toujours disponible est une vertu. Mais en réalité, c'est une forme moderne d'esclavage. L'énergie psychique s'épuise lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un corps fatigué, un esprit saturé et une âme silencieuse. Que se passerait-il si vous décidiez, dès aujourd'hui, de prendre une partie de cette énergie du monde et de vous la restituer? Jaume ne voyait pas ce geste comme de l'égoïsme, mais comme une nécessité vitale. Le véritable égoïsme consiste à donner tellement au monde qu'on devient inutile. Prendre soin de soi est le fondement de toute contribution réelle. Ce n'est que lorsque l'individu est équilibré qu'il peut offrir quelque chose de durable à la collectivité. C'est l'essence même de l'économie psychique, protéger le centre pour que la roue de la vie continue de tourner. Et le point le plus surprenant est peut-être le suivant. Souvent, en dépensant une énergie excessive à soutenir les autres, on les empêche de grandir. L'enfant qui ne rencontre jamais de difficultés n'apprend jamais à se débrouiller seul. Le collègue toujours secouru ne développe jamais son autonomie. Le partenaire dont tous les désirs sont exaucés ne mûrit jamais. Le don compulsif détruit non seulement celui qui donne, mais affaiblit aussi celui qui reçoit. Le « non » inconscient, en ce sens, est plus généreux que le « oui » aveugle. Demandez-vous, dans combien de domaines de votre vie soutenez-vous des personnes, des situations ou des projets qui n'existent que parce que vous ne saviez pas dire non? Combien de fois vous êtes-vous sacrifié en croyant aider, alors qu'en réalité, vous ne faisiez qu'entraver l'épanouissement des autres? La conservation de l'énergie psychique est, au cœur de l'art de vivre consciemment. C'est reconnaître que chaque geste, chaque mot, chaque choix consomme une partie du carburant invisible qui alimente votre âme. Et que ce carburant doit être protégé comme le bien le plus précieux. En apprenant à conserver son énergie, on découvre qu'on peut l'offrir avec beaucoup plus de force. Au lieu de disperser des miettes d'attention, on devient capable d'offrir sa pleine présence dans les moments qui comptent vraiment. Au lieu de se gaspiller en faveurs inutiles, on canalise sa force pour transformer l'essentiel. En fin de compte, la question qui demeure est simple et en même temps stimulante. Voulez-vous continuer à vivre comme une flamme qui s'éteint rapidement parce qu'elle a brûlé sans mesure, ou préférez-vous être comme un feu de joie qui se nourrit consciemment et illumine beaucoup plus longtemps? Il arrive un moment où la bonté cesse d'être une vertu passive pour devenir une arme consciente. Ce moment n'est non du désir de plaire, mais de la claire conscience qu'il n'est possible de transformer le monde que si l'on apprend à utiliser sa force intérieure avec précision. Carl Jung disait qu'il ne suffit pas de reconnaître l'ombre, il faut l'intégrer. Et intégrer signifie la laisser cheminer aux côtés de la lumière, afin que les deux créent ensemble une énergie capable de soutenir la vie. Jusqu'ici, vous avez compris que la bonté naïve affaiblit, que la générosité compulsive emprisonne, que le masque de la vertu trompe et que l'énergie psychique ne peut être gaspillée. Mais maintenant, la question décisive se pose, que faire de cette bonté? L'abandonner? La nier? Devenir froid et calculateur? La réponse est non. Le chemin n'est pas de détruire la bonté, mais de l'utiliser stratégiquement, tel un guerrier qui ne manie son épée qu'au bon moment. Imaginez un héros mythologique traversant le champ de bataille, son épée au fourreau. Il ne la brandit pas à chaque instant, ne l'exhibe pas, ne l'utilise pas compulsivement. L'épée est là, rangée, attendant le moment précis où elle devra trancher. C'est l'image que Jaume nous offre lorsqu'il parle de bonté consciente. Ce n'est pas une flamme qui consume sans contrôle, mais un feu maîtrisé qui réchauffe ou brûle selon les besoins. La différence entre le guerrier et le fou ne réside pas dans la possession de l'épée, mais dans le fait de savoir quand et comment l'utiliser. La bonté doit fonctionner de la même manière. Elle ne peut être distribuée sans fin, ni retenue par peur. Elle doit être guidée par la conscience, dirigée par le soi, le centre profond de la psyché qui unit toutes les parties de l'être. Et voici le premier rebondissement, la gentillesse que vous considériez comme votre plus grande vertu pourrait bien être la source même de vos plus grands échecs. Pensez au moment où vous avez été trop gentil avec quelqu'un qui ne le méritait pas, où vous avez offert votre aide à quelqu'un qui ne cherchait qu'à l'exploiter, où vous avez donné du temps, de l'argent ou de l'énergie à quelqu'un qui ne vous a jamais rendu l'appareil. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, sont des invitations psychiques à apprendre la sélection.
Jung disait que l'individuation n'est pas une voie d'addition, mais de choix. Il ne s'agit pas d'accumuler des vertus, mais d'apprendre à les utiliser au bon moment. La gentillesse, par conséquent, n'est pas une chose à activer en permanence, mais à activer stratégiquement. Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens respectent davantage ceux qui disent non que ceux qui disent oui à tout? Le refus, lorsqu'il est conscient, crée l'autorité. Il témoigne de discernement et de force. Le « oui » éternel, en revanche, ne suscite pas l'admiration, mais seulement la dépendance. Jung nous a averti que la psyché équilibre les contraires. Quand on dit trop oui, on a besoin de « non » pour rétablir l'équilibre. Quand on fait preuve d'une gentillesse excessive, il faut de la fermeté pour qu'elle ne devienne pas inutile. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans la fidélité à soi-même, même au prix de déception. Et voici un autre rebondissement, le monde ne recherche pas toujours votre gentillesse. Souvent, il recherche simplement votre soumission. Lorsque vous offrez stratégiquement votre gentillesse, beaucoup s'en vont, car ils ne peuvent plus vous utiliser. Cette perte est douloureuse, mais aussi libératrice. C'est à ce moment-là que vous découvrez qui apprécie vraiment votre présence et qui n'en profitait que. La gentillesse stratégique agit comme un filtre naturel. Elle distingue les liens véritables des dépendances déguisées en amour ou en amitié. Vous êtes-vous déjà demandé combien de relations existent uniquement parce que vous avez toujours été celui qui donne? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui resterait si vous décidiez soudainement de fixer des limites? La réponse peut être effrayante, mais elle est aussi révélatrice. De nombreuses relations s'effondreraient, et ce serait un mal pour un bien. Car seul ce qui survit à la limite est vrai. Pensez aux grands dirigeants qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'est resté dans les mémoires pour sa gentillesse. On se souvient d'eux pour leur capacité à concilier compassion et fermeté, gentillesse et rigueur. Martin Luther King Jr. n'était pas indulgent envers l'injustice, il était impitoyable. Mère Teresa n'a pas aidé tout le monde, elle a aidé les plus pauvres, en se concentrant sur un objectif précis. Gandhi, pourtant symbole de paix, était inflexible face à l'oppression. Tous ces exemples montrent que la gentillesse ne devient une force transformatrice que lorsqu'elle est sélective. La gentillesse aveugle ne change rien, elle ne fait que maintenir les choses telles qu'elles sont. La gentillesse consciente est l'étincelle qui allume les révolutions. Et si vous pouviez appliquer cela à votre vie dès maintenant? Que changerait-il si, avant de dire oui, vous vous posiez les questions suivantes: est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce que cela renforce mon chemin? Cette personne apprécie-t-elle vraiment ce que j'offre? Ces simples questions agissent comme des clés de protection. Elles empêchent votre énergie de se perdre en terrain stérile. Et, en même temps, elles orientent votre bienveillance là où elle peut véritablement porter ses fruits. Jung disait que le soi ne vous demande pas d'être tout pour tous, mais d'être entier à ce qui compte. La bienveillance stratégique est la pratique de cette plénitude. C'est le courage de nier le superflu pour affirmer l'essentiel. C'est la discipline de garder son énergie pour les moments de réel impact. C'est la sagesse de comprendre que parfois, nier est le plus grand acte d'amour, et que parfois, offrir son aide revient à nourrir la faiblesse d'autrui. Mais il existe un point de tension incontournable. La bienveillance stratégique engendrera des conflits. À chaque changement de position, ceux qui se sont habitués à votre générosité sans borne réagiront. Certains vous accuseront d'égoïsme, d'autres tenteront de vous manipuler par la culpabilité, et d'autres encore s'en iront en silence. Ce moment est douloureux car il révèle des vérités jusque-là cachées. Mais c'est aussi un rite de passage. C'est dans ce choc que vous vous prouvez que vous êtes prêt à abandonner votre image de gentil pour vivre l'authenticité de l'individuation. Et si le prix de l'authenticité était de perdre la moitié des personnes qui vous entourent aujourd'hui, seriez-vous prêt à payer? La réponse à cette question définit bien plus que vos relations, elle définit votre vie. Car tant que vous vivrez en conservant le masque de la bonté absolue, vous n'accéderez jamais au pouvoir transformateur de la bienveillance consciente. Vous devez accepter que tout le monde n'applaudira pas, que tout le monde ne comprendra pas, que tout le monde ne restera pas. Le chemin de l'individuation est souvent solitaire, mais c'est dans ce silence que l'on découvre la véritable force. Jung croyait que chaque être humain porte en lui l'archétype du guerrier. Il ne s'agit pas de violence, mais de courage. Le guerrier psychique ne combat pas les autres, mais sa propre tendance à fuir et à se soumettre. Il brandit son épée non pas pour détruire, mais pour protéger l'essentiel. Ce guerrier doit cheminer aux côtés de l'archétype du guérisseur, car la bonté sans force ne guérit pas, elle ne fait que consoler. Et la force sans bonté ne protège pas, elle ne fait que détruire. L'équilibre entre ces deux archétypes permet à la bonté de devenir une arme stratégique. Vous pensez peut-être que tout cela paraît insurmontable, comme si la vie était une lutte constante. Mais réfléchissez combien de fois vous êtes-vous senti écrasé par des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres?
Combien de fois avez-vous pleuré en silence parce que, malgré tous vos dons, cela ne vous semblait jamais suffisant? Combien de fois avez-vous senti votre générosité devenir invisible? Ce n'est pas une vie pleine, c'est un emprisonnement. Le poids que vous ressentez n'est pas inévitable, c'est simplement le résultat d'une générosité aveugle. Et voici le tournant le plus profond, en apprenant à être stratégique, on découvre que notre gentillesse ne diminue pas, mais s'accroît. Car, au lieu de se perdre en milliers de petits gestes inaperçus, elle se concentre en quelques actes à l'impact considérable. C'est comme allumer des centaines de bougies qui s'éteignent rapidement et allumer un feu de joie qui brûle pendant des heures. La gentillesse stratégique est un feu concentré. Elle laisse des traces durables, et non des miettes qui disparaissent. Pensez à votre propre vie dans quelques années. Que souhaiteriez-vous laisser derrière vous? Le vague souvenir d'une personne toujours disponible, mais facilement oubliée? Ou l'héritage de quelqu'un qui a su agir avec fermeté et générosité au bon moment, transformant des destins? Ce choix est désormais entre vos mains. Mais avant de conclure, nous devons affronter une dernière tension. Et si la bienveillance stratégique nous amenait à rompre nos promesses, à décevoir les autres et à abandonner nos chemins? Jung disait que tenir parole envers une personne signifie parfois se trahir soi-même ou trahir beaucoup d'autres. La vie exige des choix difficiles, et c'est précisément dans ces choix que l'authenticité se révèle. Il ne s'agit pas d'être cruel, mais de comprendre qu'un « oui » absolu n'est pas une vertu, mais une prison. Le « non » conscient, même douloureux, est libérateur. Nous arrivons ainsi à un point crucial du cheminement, la bonté ne doit pas être détruite, mais rachetée. Elle ne doit pas être niée, mais transformée. Elle doit cesser d'être un masque pour devenir une épée. Elle doit cesser d'être une compulsion pour devenir une conscience. Elle doit cesser d'être une servitude pour devenir un choix. Voilà le véritable pouvoir de la bonté stratégique, elle ne vous rend pas moins humain, mais plus complet. Et je laisse ici la question qui ouvre la voie au dénouement de notre histoire. Êtes-vous prêt à accepter que même la gratitude a une date de péremption? Êtes-vous prêt à affronter la vérité, ce que vous donnez aujourd'hui peut être oublié demain, et que la seule façon de créer un impact durable est d'agir non pas par espoir de reconnaissance, mais par la force de votre conscience? Nous avons atteint le point où tout le chemin se résume à une seule question: que ferez-vous de tout ce que vous avez découvert jusqu'ici? Sur ce chemin, vous avez vu comment la gentillesse peut être un masque qui emprisonne, comment la générosité compulsive détruit les relations, comment la vertu superficielle est trompeuse, comment l'énergie psychique s'érode lorsqu'elle est sans protection, et comment la gentillesse stratégique peut être l'épée qui transforme votre vie. Il est temps de faire un regard intérieur et de réaliser que rien de tout cela n'aura de sens sans mise en pratique. La psychologie de Carl Jung n'a jamais été une simple théorie lointaine, elle a toujours été une invitation à une véritable transformation. Il croyait que chaque être humain porte en lui une vocation à l'individuation, à la plénitude, et cette vocation n'est pas abstraite, elle se manifeste dans les choix quotidiens, dans les petits gestes, dans les limites que l'on choisit de s'imposer et dans les chemins que l'on ose emprunter. La vie vous a montré à maintes reprises que la bonté aveugle ne protège pas. Vous le savez pour l'avoir vécu. On vous a oublié après avoir aidé, critiqué pour avoir refusé, exploité pour votre disponibilité constante, accusé d'égoïsme alors que vous deviez vous protéger. Ces expériences n'étaient pas des échecs, c'étaient des leçons. Chacune vous rappelle qu'on ne peut pas vivre simplement pour conserver sa personnalité, le masque d'un homme ou d'une femme bien. L'âme exige davantage. Le soi exige la vérité. Et cette vérité inclut à la fois votre capacité à aimer et votre capacité à être ferme. Vous vous demandez peut-être comment appliquer cela concrètement. La première étape est simple, mais efficace, apprenez à écouter vos émotions avant de répondre aux demandes des autres. Lorsqu'on vous demande quelque chose, n'acceptez pas précipitamment. Respirez, écoutez votre corps et soyez attentif à l'émotion. Demandez-vous, est-ce en accord avec mes valeurs? Est-ce que cela me renforcera ou m'épuisera? Cette personne apprécie-t-elle vraiment ce que je lui propose? Si la réponse est non, alors votre « non » est nécessaire. Dites-le fermement, mais sans cruauté. N'oubliez pas que chaque fois que vous dites non à ce qui ne vous sert pas, vous dites oui à vous-même, à votre chemin, à votre processus d'individuation. La deuxième étape consiste à comprendre que la bienveillance stratégique ne signifie pas être froid ou calculateur, mais être attentif. Il s'agit de choisir judicieusement ces moments de générosité afin de ne pas gaspiller son énergie. Au lieu d'essayer d'aider tout le monde, concentrez-vous sur ceux qui comptent vraiment, ceux qui sont prêts à apprécier votre présence. Au lieu de vous disperser en une multitude de services, privilégiez quelques gestes significatifs qui peuvent avoir un réel impact. Mieux vaut être reconnu pour un seul acte de bienveillance transformateur que d'être oublié pour d'innombrables actes insignifiants. La troisième étape consiste à accepter la résistance.
En utilisant votre gentillesse de manière stratégique, vous perdrez inévitablement ceux qui vous entouraient par commodité. Ils vous accuseront, tenteront de vous manipuler, certains disparaîtront tout simplement. Ce moment sera douloureux, mais aussi libérateur. Car ce qui reste après le filtre est ce qui compte vraiment. Les relations qui résistent aux limites sont les vraies relations. Les liens qui subsistent lorsque vous cessez d'être simplement utile sont ceux qui nourrissent l'âme. La 4e étape consiste à apprendre à cultiver l'énergie intérieure. La conservation psychique exige de se ressourcer. Cela implique de rechercher des moments de silence, de repos, de réflexion et de contemplation. Cela implique de respecter les cycles de la vie et de comprendre qu'il est impossible d'être toujours disponible. L'âme a besoin de pause, le corps a besoin de soins, l'esprit a besoin d'espace. Sans cela, toute bonté devient une contrainte et tout effort devient ressentiment. En apprenant à se nourrir, on découvre que donner au monde devient beaucoup plus authentique et puissant. Et la 5e étape est peut-être la plus profonde, reconnaître que la gratitude humaine est éphémère. N'espérez pas une reconnaissance éternelle, car elle ne viendra pas. Ce que vous faites aujourd'hui pourrait être oublié demain. Mais cela ne signifie pas que c'est sans valeur. Cela signifie simplement que la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la transformation intérieure. Ce qui perdure, c'est ce que vous devenez au cours du processus, et non ce que les autres disent de vous. Jung nous a rappelé que l'individuation est un chemin solitaire à bien des égards, car elle ne dépend pas d'une validation extérieure, mais seulement du courage d'être entier. Peut-être ressentez-vous actuellement un mélange de peur et d'espoir. Peur de la perte, de la déception, de la solitude. Mais aussi l'espoir de vous libérer enfin du poids d'être toujours le même, d'entretenir une image qui ne correspond pas à vos sentiments. Ce conflit est naturel, car il marque le passage entre la personne et le soi. C'est comme franchir un pont au-dessus d'un gouffre. Vous savez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous ignorez aussi ce que vous trouverez de l'autre côté. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils préfèrent la sécurité du masque à l'incertitude de l'authenticité. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de transformation sans risque. Et c'est précisément dans ce risque que naît la vraie vie. En vous autorisant à être pleinement, vous découvrez des forces que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Vous découvrez que vous pouvez être ferme sans être cruel, bienveillant sans être naïf, généreux sans être exploité. Vous découvrez que vous pouvez construire des relations fondées non pas sur la dépendance, mais sur le respect. Vous découvrez que votre énergie, protégée, se multiplie au lieu de se perdre. Vous découvrez que ce que vous laissez au monde n'est pas l'image d'une personne toujours disponible, mais l'héritage de quelqu'un qui a su choisir en toute conscience. Cet héritage n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il doit être vrai aux yeux de votre âme. Peut-être est-ce la façon dont vous élevez vos enfants, dont vous guidez vos amis, dont vous menez votre travail. Peut-être est-ce le courage de dire non quand tout le monde attend de vous un oui. Peut-être est-ce la persévérance à défendre vos valeurs, même au prix d'un rejet. L'héritage ne se compose pas de grands discours, mais de choix quotidiens. Et chaque choix est une occasion de montrer que votre gentillesse n'est pas une contrainte, mais une conscience. Et voici l'appel final, comprendre ne suffit pas, il faut agir. La théorie sans pratique n'est qu'un masque de plus. Le véritable apprentissage se produit lorsque vous commencez à appliquer ce que vous avez compris au quotidien. Alors, faites le test. La prochaine fois qu'on vous demande quelque chose, ne répondez pas automatiquement. Arrêtez-vous, respirez, évaluez. Dites oui si cela a du sens, dites non si nécessaire. Observez les réactions des autres et, surtout, observez vos propres sentiments. Vous remarquerez que chaque choix conscient apporte une nouvelle légèreté, un sentiment de plénitude qu'aucune approbation extérieure ne peut offrir. Et si le doute persiste, rappelez-vous une vérité simple, vous n'êtes pas ici pour être parfait aux yeux des autres, vous êtes ici pour être entier à vos propres yeux. La bienveillance stratégique est la voie de l'individualisation. C'est la voie qui unit la lumière et l'ombre, la fermeté et la compassion, la force et la douceur. C'est le choix de vivre non pas comme un personnage, mais comme un être humain à part entière. La décision est désormais entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre comme avant, prisonnier de la compulsion de plaire, ou commencer dès aujourd'hui à transformer votre gentillesse en force consciente. Vous pouvez continuer à distribuer de l'énergie jusqu'à son épuisement, ou apprendre à la protéger pour qu'elle rayonne encore plus. Vous pouvez attendre la gratitude des autres, ou agir selon la vérité qui surgit en vous. Le chemin est devant vous, mais vous seul pouvez le choisir. Si ce message vous a touché de quelque façon que ce soit, s'il vous a ouvert les yeux ou ouvert le cœur, alors je vous invite à aimer cette vidéo. Laissez un commentaire, même anonyme, pour partager vos sentiments, car votre voix compte et peut aider d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés.
Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui incite à la réflexion et à la transformation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque mot est une invitation à dépasser les masques, les personnages, et à découvrir le pouvoir d'être entier, VE. Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas, dans un monde qui s'obstine à vous transformer en personnage, être authentique est le plus grand acte de courage. Ne remettez pas à demain ce qui peut commencer aujourd'hui. Protégez votre énergie, utilisez votre gentillesse avec stratégie et construisez l'héritage de quelqu'un qui a vécu non pas pour plaire, mais pour transformer.